Qualification historique des Aigles basketteurs à l'Afro-Basket Angola. Les Aigles ont battu les Lions du Sénégal par le score de 88-80. Le Mali se qualifie ainsi pour la finale prévue ce dimanche. Un parcours historique salué par les autorités de la transition. Le film de la qualification du Mali dès le début de cette édition. Bamako abrite la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Il s'agira de réfléchir sur les voies et moyens à impulser une nouvelle dynamique à l'Observatoire. Le Premier ministre a insisté sur le renforcement des capacités des agents publics et à améliorer la qualité du service public. Le Mali est sur la bonne voie à travers la digitalisation de l'administration publique. Les vacances scolaires riment avec le repos pour les élèves, mais pour de nombreux enseignants du privé, elles marquent le début d'une période difficile et incertaine. Sans salaire ni soutien, ils se débrouillent à joindre les deux bouts. La CREL laisse place à d'autres activités telles que le lavage de véhicules et motos. Nous ferons un tour à Caille pour voir la situation. Il est souvent appelé le roi de la forêt en raison de sa taille imposante et son bois précieux. Il s'agit du caïcédra, une plante médicinale et artisanale qui perd ses racines aujourd'hui. Pire, c'est son existence même qui est menacée à cause des actions de l'homme. À Bougouni, pour avoir une feuille de caïcédra, c'est un parcours du combattant. Comment en est-on arrivé là? La réponse dans le dossier de la rédaction. Plus de présage à Bamako avec la qualification des Aigles basketteurs en Angola. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition de 20h. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué du gouvernement de transition. C'est avec une profonde tristesse que le gouvernement de la transition de la République du Mali a appris le drame causé par un glissement de terrain dans la commune de Manéa en République de Guinée. Suite à la pluie diluvienne dans la nuit du 21 août 2025 qui a entraîné de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés et des portés disparus. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition, au nom de son Excellence, le général Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et en celui de l'ensemble du peuple malien, adresse sa profonde compassion et ses sincères condoléances à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, au gouvernement et au peuple frère de la Guinée profondément meurtri. Le gouvernement prie pour le repos éternel des âmes des disparus et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la transition salue les efforts des autorités guinéennes visant à apporter assistance et secours aux sinistrés et implore la miséricorde divine pour la protection de nos pays et de nos populations. Actualité oblige, nous arrivons à la page sport de cette édition. Voilà, une fois n'est pas coutume, dit-on, avec moi dans ce studio, Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Awa, dites-moi Camara. Voilà, Afro-Basket Angola, les Aigles ont battu tout à l'heure les Lions de la Teranga du Sénégal par le score de 88-80. Les nôtres sont qualifiés pour la finale et affronteront demain le vainqueur du match qui se joue en ce moment entre l'Angola et le Cameroun, Siragatou. Oui, cette avant-dernière marche vers la gloire a été palpitante. Les Aigles du Mali n'ont perdu que le premier quart-temps avant de se ressaisir devant des Lions du Sénégal sans griffe 88-80. Le Mali se hisse en finale de l'Afro-Basket masculin pour la première fois de l'histoire. Le résumé de ce sensationnel Mali-Sénégal avec Koyi Sibi. Ils sont rentrés dans l'histoire. Les Aigles du Mali ont sorti les muscles dans ce match de revanche contre les Lions du Sénégal. Défaits en phase de poule face au même adversaire, les protégés de la Didiko ont haussé le ton dans ce match de demi-finale. Dès les premières minutes, ils produisent un jeu d'ensemble cohérent. Avec une défense de fer, les basketteurs maliens ont un bon pourcentage de réussite dans les tirs à distance et à mi-distance. Des 3 points de bonus au premier acte, ils creusent un peu plus et mènent de 8 points à la mi-temps, soit 43-35. Troisième quart, le maître mot est la concentration et les nôtres sont toujours souverains dans la peinture. Les intérieurs dictent leur loi dans une défense des zones sénégalaises et résignée.
Les Lions ont beau vouloir revenir, ils tombaient sur des joueurs de caractère. Les nôtres dominent encore cette troisième partie, 67-58. On rentre dans le tout dernier quart-temps et le suspense est à son comble. En plus des bonnes statistiques, les Aigles font preuve de solidarité sur le parquet. Les défaillances individuelles sont comblées par un jeu en assistance très efficace. En plus, chaque fois qu'il y a l'ombre des Lions sénégalais, nos joueurs extérieurs à l'image de Siriman Kanouté sortent des gros shoots et les pivots enchaînent les dunks, les uns plus beaux que les autres. Les Lions ne savent plus à quel sein se vouer et sont contraints d'abandonner le combat. Le Mali s'impose 88-80. Aladji Diko et ses poulains héroïques font entrer notre pays dans l'histoire. Ils disputeront une finale ce dimanche et auront toutes leurs chances de pouvoir monter sur le toit de l'Afrique. Oui, Kodji Sibi a le ticket de la finale en poche. Le Mali jouera dès demain dimanche contre l'Angola, vainqueur du Cameroun 74-73. Alors, coup d'envoi de cette finale demain dimanche à partir de 18h temps universel en direct et en exclusivité sur ORTM 1 et nulle part ailleurs. Merci bien, Silagatou. Le Mali à l'Afro-Basket, c'est quand même un cahier d'histoire. Oui, le premier chapitre commence en 1964 au Maroc, coïncidant avec la deuxième édition. Les Aigles se classent 6e sur 6 avec une victoire et 4 défaites. Le Mali rate la campagne suivante et se qualifie pour celle de 1968 avec une 4e place. Il faut attendre 1972 pour voir les Aigles à l'Afro-Basket. Le tournoi se passe bien avec la médaille de bronze à Dakar au Sénégal. 2 ans plus tard, le Mali rétrograde à la 7e place. Les Aigles ratent ensuite 6 phases finales consécutives. Alors, par 3 fois, le Mali échoue au pied du podium, 1983, 1989 et 1992. Alors, de 1993 à 2021, le rang des Aigles n'est pas honorable. Toutes ces années de galère seront certainement teintées soit d'une médaille d'or ou d'une médaille de bronze. Alors, vivement dimanche. Et nous l'espérons vraiment, Silagatou. À présent, nous avons reçu des messages de félicitations des autorités de la transition. Oui, à commencer par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse chaleureuse félicitations à l'équipe nationale de basket du Mali, brillamment qualifiée pour la finale de l'Afro-Basket qui se déroule actuellement en Angola. Après leur victoire arrachée de haute lutte contre la Côte d'Ivoire en quart de finale, les Aigles ont triomphé ce soir du Sénégal en demi-finale par le score de 88-80. Cette performance a traduit la solidarité inébranlable, le sursaut d'orgueil et l'esprit combatif des Aigles basketteurs maliens. Elle témoigne une fois de plus du courage, de l'engagement, de la détermination et du sens du sacrifice de la jeunesse malienne et surtout de nos sportifs qui honorent les couleurs nationales à travers l'Afrique et le monde. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, félicite chaleureusement les joueurs, l'encadrement technique ainsi que la Fédération malienne de basketball pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Par ailleurs, le ministre informe l'opinion publique nationale que notre équipe nationale disputera la finale demain dimanche. Il invite dans la foulée l'ensemble des populations à se mobiliser autour de l'équipe nationale et adresse ses vœux de plein succès aux Aigles basketteurs pour cette ultime étape. Merci bien, Silagatou Cissé, pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec la victoire des Aigles, bien sûr. On l'espère, oui. Merci bien. Suite donc de cette édition avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé ce matin, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaine. Le Premier ministre a insisté sur l'importance de la fonction publique dans le développement d'un pays avant de saluer les efforts louables fournis au Mali en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics. Le reportage de Mamari Koné et Ali Outouri.
Après Cotonou au Bénin en 2018, c'est Bamako qui accueille cette année la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Après plusieurs années de léthargie, la rencontre de Bamako doit donner un nouveau souffle à l'Observatoire après le diagnostic fait par les experts lors des travaux préparatoires. J'ai confiance et j'ai espoir que à l'issue des travaux, ce sera réellement un nouveau départ et ça va nous permettre quand même de moderniser nos différentes administrations et rendre performants les services publics. Cette 12e conférence doit être l'occasion pour donner une nouvelle dynamique à l'organisation afin qu'elle puisse relever le nombreux défis auxquels nos fonctions publiques sont confrontées. Aussi, cette 12e conférence devait être l'occasion de faire des propositions qui permettront de changer le regard du citoyen ou de l'usager sur les fonctions publiques africaines caractérisées de bureaucratie par certains, donc, je cite, un monde de papier et de lenteur et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne. Fin de citation. À cet effet, je voudrais compter, chers collègues, sur votre engagement commun afin de procéder à une analyse minutieuse des documents qui nous seront soumis par les experts afin de sortir notre institution de la léthargie qu'elle connaît et améliorer sa gouvernance. Pour le Premier ministre et chef du gouvernement, cette 12e conférence est une occasion pour les experts et les administrateurs de partager leurs expériences et les bonnes pratiques et leurs réflexions sur les défis et les perspectives des fonctions publiques africaines. Dans le cadre de la refondation du Mali, afin de refonder notre pays et de réaliser le Mali courant, des efforts louables ont été fournis en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics pour renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi que des actions novatrices ont été réalisées, notamment l'instauration d'un système électronique de paiement des droits, taxes et amendes, la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales et l'élaboration des outils de planification en matière de recrutement et de formation des agents dans la fonction publique. Cette dynamique enclenchée sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, se poursuit à travers la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour féliciter l'Observatoire des fonctions publiques africaines pour sa contribution significative à l'amélioration de l'efficacité des fonctions publiques. Cette institution panafricaine qui a pour vocation d'étudier et d'analyser les fonctions publiques africaines afin de proposer des réformes et solutions innovantes aux difficultés que rencontrent les différents États membres. Dans le respect de leur souveraineté, s'est révélé au fil du temps comme un outil important pour l'amélioration de la gouvernance publique en Afrique. De nos jours, la fonction publique est au cœur du développement de nos États. Elle est le bras armé de l'action publique, le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques et constitue l'interface entre l'État et les citoyens. Face aux défis multiples et complexes que connaissent nos États, la fonction publique doit être à la hauteur des enjeux. Il s'agit notamment de relever les défis de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, du renforcement de l'état de droit, de la transformation économique et sociale et répondre efficacement aux attentes légitimes des citoyens et des usagers. L'Observatoire des fonctions publiques africaines est d'une utilité stratégique et pratique pour les États africains. Son rôle dépasse la simple observation. Il agit comme un outil de veille, d'analyse et d'accompagnement des réformes administratives. À cet égard, l'Observatoire des fonctions publiques africaines constitue un levier majeur à l'échelle régionale pour la coordination stratégique de toutes les actions d'amélioration de la gouvernance publique dans chacun de nos pays. Avec ses 26 États membres, l'Observatoire est appelé à être ainsi un véritable outil de transformation de nos fonctions publiques. Les conclusions des travaux des experts serviront de document de travail pour les ministres en charge de la fonction publique en Afrique. Les résultats des travaux devraient permettre d'identifier les axes d'amélioration et de fixer les grandes orientations qui guideront l'organisation dans les années à venir.
Fin des phases locales des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille délocalisés ici à Bamako. Ils étaient plus de 250 participants réunis pendant 3 jours pour débattre de fond en comble des problèmes qui entravent l'épanouissement de la femme et la promotion des droits des enfants. Les échanges se sont déroulés autour de la thématique « Le Mali engage le débat national afin de bâtir un avenir plus juste pour les femmes, les enfants et les familles ». Je vous invite à suivre les recommandations issues de ces assises dans ce reportage signé Awada Mankoulibaly et Aruna Diarra. Une batterie de recommandations sont sorties de ces 3 jours de concertation autour de 5 principaux axes minutieusement choisis, notamment l'autonomisation de la femme, la promotion de la famille et l'épineuse question de la protection de l'enfant. Plus loin, d'autres questions essentielles ont été débattues. Des questions de ressources humaines dont le département a aujourd'hui besoin, aussi bien au niveau national qu'au niveau déconcentré. Il y a les questions des ressources financières également. Je parle sous le contrôle du département. Je pense que le budget du ministère n'a pas encore atteint 2%. Une autre question qui reste une préoccupation, ça c'est les questions des données statistiques sur les femmes. On n'en a pas beaucoup. De Kaï à Kidal, aucune région administrative, en plus de Bamako, n'est restée en marge de ces rencontres d'échange. Cela en vue de proposer des solutions concrètes aux difficultés rencontrées au quotidien dans l'épanouissement de la famille. Au terme des travaux, nous sommes satisfaits parce que toutes les régions sont représentées. Et les participants de 5 à 7 par région ont valablement représenté les régions. Les documents qui seront mis à notre disposition seront quand même notre bréviaire et seront appliqués. Nous y veillerons. Les 9, 10 et 11 septembre prochains ont été proposés pour la tenue de la phase nationale. À court, moyen et long terme, les programmes et orientations seront classés et exécutés par les services de département compétents. Et je vous l'annonçais hier, la visite du commissaire à la sécurité alimentaire à Tombouctou. Après la rencontre avec les autorités régionales, Redouane Aga Mohamed Ali et sa délégation ont visité la plaine de Hamadia. L'objectif était de constater l'effectivité du démarrage de la campagne agricole. Malgré quelques difficultés liées à la fourniture des intrants, les producteurs sont satisfaits des travaux de réhabilitation qui ont permis de s'aimer les plants qui présentent d'ailleurs une bonne physionomie. La visite a été suivie par Idrissa Goulou Sissoko. Après avoir échangé avec les chefs de services techniques et les autorités régionales, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se sont rendus sur la plaine de Hamadia pour constater de visu les réalisations faites dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages. La plaine de Hamadia fait 620 hectares. Les travaux ont été réalisés à la satisfaction des producteurs. Cette année-là, depuis le 7 8 août, on a lancé la campagne déjà. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 40-45% d'avancement par rapport au repiquage. Après avoir visité les ouvrages et échangé avec les producteurs de la plaine, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se réjouissent du démarrage effectif de la campagne agricole. Le Mans 5. Donc on a les partenaires, le PAM, la FAO, WHH, qui ont fait le travail. On a le gouvernement qui a orchestré, qui a dirigé, qui a encadré cet exercice. Et enfin, on a les communautés qui se sont données sans compter pour réaliser ces travaux dans les temps. Je tiens à marquer ma satisfaction suite donc à la résolution de ces gros problèmes qui menaçaient qui hypothéquaient la réussite des récoltes cette année sur ces 2 plaines. Et pour rappel, nous étions ici en visite il y a 3 à 4 mois de cela et la population nous a vivement remonté cette crainte-là. Et il s'agit des brèches qui ont été créées par les inondations de l'année dernière et qui, s'ils n'étaient pas réparées cette année, allaient rendre impossible l'exploitation des plaines pendant cette campagne. Et donc, sous l'impulsion du gouverneur et avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, on peut donc
réaliser ces travaux-là par les services techniques de l'État qui sont ici et que je remercie de leur engagement, notamment la direction régionale de l'agriculture, la direction régionale du génie rural qui ont conduit tous ces travaux techniques et puis les populations locales qui elles-mêmes ont travaillé sur ces digues-là pour les renforcer. Donc je suis satisfait de voir cela aujourd'hui réalisé et de voir la campagne sauvée. Aussi, le commissaire à la sécurité alimentaire a informé les producteurs que le ministère de l'Agriculture ambitionne de réhabiliter l'ensemble des plaines dans les mois prochains. Il a visité le périmètre de 2 hectares aménagé par la FAO au profit des jeunes et des femmes du quartier Ahara de Kabara. Nous restons à l'intérieur du pays pour rallier la capitale des Balanzans avec cette bonne nouvelle pour les populations de la région de Ségou. Elles ont bénéficié gratuitement de 3 fourrages de plus dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les communes bénéficiaires sont de Sakoiba et Ngara. À travers ce geste, le chef de l'État manifeste sa volonté d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une forte mobilisation et témoignage de la volonté des autorités de rapprocher l'eau potable des communautés de Ségou. Le reportage de Jacqueline Dakou et Bakary Traori. Ces 3 fourrages implantés au quartier Sokalakono dans la commune urbaine de Ségou, à Sirakoro, commune rurale de Sakoiba, à Bundo Bamana, commune rurale de Ngara, permettront d'alléger des milliers de ménages confrontés aux difficultés d'approvisionnement en eau. La remise symbolique des ouvrages a eu lieu au quartier Sokalakono. Le président de la transition et son équipe des œuvres sociales ont eu une oreille attentive au cri de cœur de la population du quartier de Ségou à travers l'association Fasokoye Yerakoye. L'accès à l'eau potable demeure un pilier fondamental des œuvres sociales initiées par le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Ces réalisations vont réduire la corvée d'eau des femmes. Cette source intarissable d'eau potable étanchera la soif de nos populations dans leur diversité et s'impose en tant que facteur de cohésion sociale, d'unité nationale, de promotion de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. J'engage les populations à travers le chef de quartier à prendre bon soin de cette infrastructure en vue d'assurer sa durabilité. J'y veillerai personnellement. C'était un besoin réel qui était là pour la population. On est très content. Au nom des 2 collectivités, la communauté de Sakoiba, Sirakoro et la communauté de Ngara, Bundo Bamana. Le gouverneur de la région a exprimé sa gratitude aux donateurs et a mis en lumière l'impact de ces fourrages sur le quotidien des populations. 34 forages ont été réalisés à la date du 22 août 2025 dans notre belle région de Ségou, la cité légendaire des Balanzans. Ces forages sont votre bien commun. Leur gestion, leur entretien et leur préservation sont de votre responsabilité collective. Avec ces 3 nouveaux forages, le président de la transition réaffirme son attachement aux œuvres sociales au profit des populations, une action qui s'inscrit dans la vision d'un Mali plus solidaire où chaque citoyen bénéficie de l'accès équitable aux services sociaux de base. Et nous retournons à Ségou pour commencer les dossiers de la rédaction et c'est par une séance de dégustation des mains de la région. Ségou, berceau d'histoire et de tradition, possède un patrimoine culinaire, des plats simples mais identitaires comme le chodi guimé à base du haricot ou le ngoloki à base du petit mil, témoin d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Mais aujourd'hui, la conservation de ces plats est menacée. La jeune génération, happée par les habitudes alimentaires modernes, semble s'éloigner de ses mets. Voyage dans l'univers culinaire bamana avec Jacqueline Dakou et Karam Rotraori. Ségou, capitale du royaume Bambara, est un creuset de savoir et de savoir-faire. Au-delà de l'histoire, de l'accoutrement, de la musique et de l'artisanat, Ségou, c'est aussi un très riche patrimoine culinaire. Parmi les mets typiquement ségoviens, il y en a qui sont totalement méconnus de la jeune génération, tant ils sont en voie de disparition. Parmi ces plats,
On a l'ingoloki à base du petit mil et le chondigime à base du haricot. Bon, c'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Il se peut que mes parents préparaient ces repas avant ma naissance. Sinon, je n'ai jamais vu ma mère faire ce plat à la maison. Au cœur du quartier Pelengana, Madame Camara perpétue une tradition culinaire d'une rare valeur nutritive. Accompagnée de ses belles-filles, elle s'apprête à nous livrer les secrets de préparation du chondigime, un plat qu'elle a appris aux côtés de sa mère. Ce mets incarne l'ingéniosité des femmes et la richesse culinaire du terroir. Le chondigime est à base du haricot. Tu procèdes au triage du haricot pour enlever les impuretés. Puis tu fais la lévigation pour ensuite piler le haricot. Et tu laves encore. Après cela, tu le trempes dans l'eau pendant quelque temps. Ensuite, tu fais passer à la vapeur. Une fois cuit, tu mets dans une tasse et tu vas bien malaxer. Puis tu mets de l'huile et du sel. Et le chondigime est prêt pour la consommation. Face à l'influence culinaire extérieure, certains plats trouvent de moins en moins leur place dans le quotidien. Mais avec la volonté, rien n'est encore perdu. Auparavant, nos parents en prenaient au dîner et au déjeuner. C'est un plat très nutritif. Quand tu manges le chondigime, tu passes toute la journée à boire de l'eau et sans sentir la faim. Et c'est très bon pour les vieilles personnes. Autre plat de Ségou, l'ingoloki ou daraladege. C'est un mets à base du petit mil, très consommé autrefois en milieu bamana. Ce plat était conservé pendant longtemps. Notre cuisinière du jour n'a pas du tout perdu la main. Le ngoloki, c'est du dégué, mais c'est différent des autres types. Si tu veux le préparer, après la dévigation du petit mil, tu le piles à la main ou à la machine. Puis tu le laves et tu fais moudre. Puis tu tamises, tu mets les ingrédients et mélanges le tout pour obtenir une pâte. Une fois l'eau bouillie dans la marmite, tu y mets la pâte pour la cuisson. Ensuite vient l'étape importante, piler dans le mortier le petit mil cuit. Une fois fini cette étape, tu le mets dans une tasse en y ajoutant du sucre et du lait pour consommer ensuite. Le plat ngoloki, je ne le connaissais pas. Mais à travers les démonstrations de la maman, j'ai appris comment le préparer. À reconnaître que sa préparation demande beaucoup d'efforts, surtout au moment de piler. Des mets traditionnels comme l'ingoloki et le chondigime sont en voie de disparition en raison du manque de transmission des recettes aux nouvelles générations. Le ngoloki, on le préparait pour les cultivateurs. Une fois qu'ils le consommaient, ils pouvaient passer toute la journée à travailler au champ sans manger autre chose. C'est très bon pour tout le monde. Je demande à toutes les vieilles personnes de ne pas laisser disparaître nos plats traditionnels. C'est un héritage à préserver. Perpétuer le chondigime et le ngoloki, c'est préserver l'âme des saveurs de Ségou. Un plat qui disparaît, c'est une part de notre histoire qui s'efface. Comme pour dire qu'une culture qui s'oublie dans les assiettes risque un jour de s'effacer dans les mémoires.
Voilà, les mets qui constituent aujourd'hui cette diversité culturelle du Mali aiment donc notre patrimoine culinaire. Après la capitale des Balanzans, nous nous rendons dans la cité des rails. La période de vacances est un moment de repos et de récupération pour les élèves et le corps enseignant, mais pour certains qui enseignent dans les établissements privés, cette période rime avec difficultés financières et sociales. La raison, ils ne perçoivent plus leur salaire, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est pourquoi la CRES cède la place à d'autres activités telles que le lavage des véhicules de moto. Certains même continuent à dispenser des cours à domicile ou dans des écoles. Le sujet a intéressé notre reporter Kansoutou Kanouté de la station régionale ORTM Kaï. Suivons ensemble. Nous sommes au quartier Kasso-Diabou. C'est ici, dans ce lavage auto, que vient se défendre le jeune enseignant en maths, physique, chimie dans une école privée chaque année pendant les vacances. Il se débrouille comme il peut afin d'assurer la pitance quotidienne et les charges familiales. Quand l'école a pris fin, je n'ai pas un salaire garanti. Donc, raison pour laquelle je viens ici, pour gagner au moins, même si ça ne suffit pas, mais ça peut combler quelques trous, comme payer ma location, mais mon pain quotidien aussi. Enseignant contractuel de son état, Boubacar Keïta, quant à lui, répare les téléphones portables pendant les vacances à Kaï Benkounda, dans un atelier aménagé pour la circonstance. Je suis dans cet atelier parce que pendant les vacances, nous ne sommes pas rémunérés, on ne reste pas les bras croisés. Parce que moi-même, j'enseigne au village, plus précisément à Bandjoula. Pendant les vacances, maintenant, je viens en ville pour essayer de faire quelques activités afin de subvenir à mes besoins et aux besoins de la famille. Si l'enseignant en maths, physique et chimie, Adama Sissoko, et Boubacar Keïta, enseignant contractuel à Bandjoula dans le cercle de Yélémané, mènent des activités pouvant leur apporter de l'argent afin de faire face aux dépenses familiales pendant les vacances scolaires. Certains parmi eux donnent des cours à domicile aux élèves et d'autres sont sollicités pour dispenser des cours de vacances. Dans l'enseignement privé, les conditions n'y sont pas. C'est la raison pour laquelle vraiment j'opte pour les cours privés à domicile. Parce que pendant les vacances, surtout les enseignants des écoles privées, on ne donne pas de salaire. Cette année, j'ai été sollicité par Génération 50 pour dispenser des cours de vacances. Donc j'ai une classe de 5e année. À Kaï, on fait face à une insuffisance notoire d'enseignants. Ceux du privé nous aident beaucoup dans l'atteinte de nos objectifs. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas de contrats en bonne et due forme. Et ils sont payés à la tâche, ce qui fait qu'ils ne bénéficient pas de salaire pendant les vacances. C'est regrettable. Sans être spécialiste du droit du travail, au niveau de l'éducation, quand vous embauchez un enseignant, ça doit être à plein temps. Il doit signer un contrat, il doit être inscrit à l'INPS. Bon, puisque beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas de ces conditions-là, et pendant les vacances, eux aussi, tout comme ceux du public, font des cours privés, d'autres activités pour vivre dignement. C'est des chefs de famille. Ils ont des obligations sociales, et ils ont des obligations vis-à-vis de leur famille. Pendant les vacances, les activités des enseignants des écoles publiques sont plutôt consacrées aux cours de remédiation afin de rehausser le niveau des enfants. Depuis l'année dernière, on a commencé le cours de remédiation. Ces cours-là sont vraiment importants parce que ça permet aux enfants de préparer la rentrée prochaine. Et en même temps, ça évite aussi la déperdition des enfants. Nous, on a droit à 1 mois de congé par an. Et les 3 mois-là, on en profite avec les enfants. Donc, pendant ces 3 mois-là, le rôle d'un directeur d'école, c'est de veiller sur l'école. Donc, et indépendamment de tout ça, nous organisons des cours de remédiation. On a des partenaires ici, comme la Génération 50, qui chaque année, il y a 2 ans maintenant, la Génération 50 vient organiser des cours de remédiation pour rehausser le niveau de nos enfants. J'ai été sur le terrain moi-même pour superviser ces cours-là. Et à chaque fois, je leur adresse tous mes encouragements. Et ça participe à la préparation psychologique et mentale des enfants. C'est une activité vraiment que nous apprécions. Et ceux qui l'amènent, je les encourage à persévérer sur cette voie-là. Sans rémunération pendant les vacances scolaires, les enseignants des établissements privés sont donc contraints de chercher une activité génératrice de revenus, une situation qui, selon eux, leur fait perdre leur dignité et le goût du travail.
La cité des rails, je vous amène dans la capitale du Bani Monoché. Là-bas, celui qu'on surnomme le roi de la forêt de par sa taille impressionnante se fait rare, pour ne pas dire qu'il est en voie de disparition du fait des actions de l'homme et du dérèglement climatique. Il s'agit du caïcédra. Il peut atteindre 35 mètres de haut et plus de 2 mètres de diamètre. Les différentes parties de cette immense plante, notamment l'écorce, les feuilles et les racines, sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Dans quel état se trouve aujourd'hui cette plante protectrice? La réponse dans ce dossier réalisé par Agali Agagissa, Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. D'une résistance élevée, le caïcédra est aussi appelé acajou du Sénégal ou arbre de l'indépendance. Cet arbre est planté depuis les indépendances pour border les routes et pistes à l'intérieur des grandes villes. Il pousse dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le caïcédra, son nom scientifique, ça s'appelle le Caia sénégalensis. C'est un arbre qui est très majestueux et qui est très utile de façon écologique. C'est vraiment une plante qui s'adapte aussi à beaucoup de sols. C'est une espèce aussi dont toutes les parties permettent de soigner l'homme et même les animaux. Le Caia sénégalensis pousse dans toutes les régions du sud du Mali. Il est beaucoup prisé pour ses vertus thérapeutiques. L'écorce grise et écaillée, les racines et les feuilles sont utilisées pour traiter des maladies. Les écorces du caïcédra sont très utiles. Nous les utilisons pour guérir plusieurs maladies. Les racines aussi sont utiles. Ma grand-mère m'a demandé de chercher les écorces du caïcédra pour mon enfant, car elles guérissent beaucoup de maladies. Cette immense plante est considérée comme arbre protecteur et purificateur. Ces différentes parties sont utilisées dans les rituels de protection et de purification qui varient selon les traditions. Pour les feuilles, nous les utilisons pour laver la bouche. Par exemple, quelqu'un qui te fait des bêtises, tu l'envoûtes avec ça. Ces racines aussi qui traversent la route sont aussi utilisées dans le même sens. Des pratiques qui ne sont pas sans danger pour le développement végétal de cette plante qui peut aller jusqu'à 35 mètres de hauteur avec un tronc de 2 mètres de diamètre. Des gens enlèvent les écorces n'importe comment. C'est très dangereux pour l'arbre. Les éleveurs aussi coupent les branches pour nourrir les bétails. Cela contribue beaucoup à la destruction de cet arbre. Outre les vertus thérapeutiques, le caïcédra est utilisé par les menuisiers pour fabriquer des embarcations, des tables, bancs et autres meubles. L'écorce aussi est très utile. L'écorce, ça permet le tannage des peaux, ça sert de colorant. Souvent les gens l'utilisent même comme colorant pour faire la teinture. C'est pourquoi cet arbre qui, selon les spécialistes, ne donne pas ses fruits avant ses 20 ans d'existence est protégé par la loi. Cet arbre fait partie des espèces partiellement protégées. Sa coupe est soumise à une autorisation, une redevance d'abattage. Lorsqu'on fait cette exploitation sans autorisation, donc il y a des amendes qui sont infligées aux gens qui se pratiquent à sa mutilation ou à sa coupe. Donc cette amende s'élève à 300 000 dans les textes avec la nouvelle ordonnance, avec un emprisonnement de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement. Malgré cette réglementation en vigueur, le nombre de caïcédras se rétrécit d'année en année à cause de la destruction du couvert végétal. Je demanderai vraiment à toutes les sensibilités de procéder aussi à des actions de reboisement et d'introduction de cette espèce. Chaque année, nous fournissons beaucoup d'efforts pour protéger le caïcédra, car nous savons que c'est un arbre très utile pour les humains. Les caïcédras, cet arbre géant, contribue beaucoup à la protection de l'environnement. Et c'est conscient de cela que le gouvernement du Mali a initié des journées de reboisement qui s'étendent sur le mois d'août chaque année.
Oui, le Caïcédra, une triste réalité qui interpelle la conscience collective afin de régénérer le couvert végétal. Un mot de culture et nous sommes dans le plateau d'Ogon et précisément dans la cité de Nagabanou pour parler du lancement de la campagne de sensibilisation et de promotion pour la conservation du site des falaises de la ville de Badjangara. C'est une initiative de la mission culturelle en collaboration avec la Direction nationale du patrimoine culturel. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de reconstruction et de réhabilitation du patrimoine bâti et soutenu par l'UNESCO à travers la fondation Alif de Badjangara. Le reportage de Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibi. Préserver la mémoire pour bâtir la paix. C'est autour de cette idée que la mission culturelle de Badjangara, avec l'appui de l'UNESCO et de la fondation Alif, a lancé une campagne de sensibilisation pour protéger les falaises de Badjangara tout en renforçant la cohésion sociale dans la région. C'est une initiative loyable de la mission culturelle d'engager de telles actions pour la restauration des anciens sites de Badjangara. Les conflits ont malheureusement entraîné la perte d'une partie importante de notre patrimoine culturel. Si l'UNESCO s'implique aujourd'hui dans la restauration de ces objets, c'est une opportunité précieuse. De son côté, le chef de la mission culturelle de Badjangara a rappelé que la préservation des falaises ne se limite pas aux monuments. Elle intègre aussi la promotion de la paix et la résolution des conflits. Les activités de sensibilisation et de promotion du patrimoine culturel comprennent le fléchage de quelques sites et services de la ville de Badjangara. Le fléchage fait par des plaques en pierre pour le respect des valeurs universelles et exceptionnelles du site. L'entretien du palais Agiboutal et des vestiges du Ogon. La sensibilisation sur la protection du patrimoine, la culture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les villages d'intervention du projet. Il s'agira, dans le cadre de ces activités de sensibilisation, de mettre l'accent sur nos valeurs culturelles, tels que les chants traditionnels, les sketchs, les théâtres, les contes, les récits de nos territoires, de nos terroirs, etc. Pour informer, sensibiliser les communautés du site des falaises de Badjangara sur l'importance de la protection de notre patrimoine et sur le rétablissement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. En unissant la sauvegarde du patrimoine et la consolidation de la paix, ce projet traduit une conviction. Préserver les falaises de Badjangara, c'est aussi préserver l'harmonie et l'avenir des communautés qui y vivent. Fin des activités de la célébration des 60 ans de la Croix-Rouge, des décennies marquées par plusieurs actions visant à apporter assistance à la population. Dans une interview exclusive accordée à l'URTM, le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, Nuhu Maïga, revient sur les missions, les acquis et les perspectives de cet organisme. Il répond aux questions de Aliou Abdoulaye Touré. La Croix-Rouge malienne, c'est 60 ans d'engagement humanitaire aux côtés des populations maliennes. La Croix-Rouge malienne a une mission, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables du Mali en utilisant le pouvoir de l'humanité. Et nous avons une vision qui voudrait que la Croix-Rouge malienne soit une organisation financièrement autonome de l'État et qui fonctionne sur un réseau efficace pour les services humanitaires. Cette année, la célébration du 60e anniversaire de la Croix-Rouge malienne est placée sous le signe de la refondation. De la refondation institutionnelle de notre organisation, mais aussi de la modernisation de nos interventions, de nos systèmes, de nos procédures. Avec 6 décennies d'existence aux côtés des populations maliennes, la Croix-Rouge malienne présente un bilan jugé satisfaisant. Nous continuons à travailler dans ce qu'on appelle la santé communautaire. Tout ce qui est en lien avec la sensibilisation des communautés, nous travaillons aussi à renforcer les capacités des structures de santé. Sur le territoire national, le mouvement humanitaire se réjouit d'une large présence de la Croix-Rouge malienne dans le domaine de la santé.
Aujourd'hui, nous avons plus de 10 200 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 3 400 membres sur toute l'étendue du territoire. Et on a des sections dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les cercles, les régions et au niveau national. Malgré ces acquis, la Croix-Rouge malienne est confrontée à certains défis qui entravent ses activités. Le défi de la mobilisation des ressources pour faire face aux besoins croissants des populations. Le second défi, c'est aussi l'accès. Nous avons la difficulté souvent d'accéder à temps pour pouvoir assister les populations. Le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne invite la population à soutenir davantage son organisme en vue de lui permettre de mener à bien ses missions humanitaires. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Niger pour parler de cet exploit des forces de défense et de sécurité du Niger. Le 15 août dernier, dans une opération exemplaire, le chef de Boko Haram, Bakura, a été mis hors d'état de nuire. Une victoire sur laquelle revient ce soir notre confrère Abdoulaye Koulibaly. La date du 15 août 2025 restera gravée dans l'histoire de nos FDS et de toute la région du lac Tchad. Ce jour-là, les forces armées nigériennes, dans une opération exemplaire d'une précision chirurgicale, ont neutralisé le tristement célèbre Bakura, de son vrai nom Abou Oumeina, chef redouté de la secte Boko Haram sur l'île de Chilawa, dans la région de Difa. Originaire de Manguno, Abou Oumeina, illettré et âgé d'une quarantaine d'années, avait exercé divers petits métiers avant de rejoindre Boko Haram il y a plus de 13 ans. À la mort de Shekau, son mentor, en mai 2021, acculé par l'ISWAP, Abou Oumeina s'imposa comme chef suprême de faction, perpétuant les méthodes brutales de son mentor. Sous son commandement, sa faction s'illustra par une violence extrême, enlèvement massif, dont la capture de plus de 300 élèves à Kouriga en mars 2024, attentats suicides contre des marchés, mosquées et rassemblements civils, attaques répétées contre les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, ainsi que des conflits fratricides pour le contrôle de territoires et de ressources. L'opération qui a conduit à sa neutralisation fut planifiée avec minutie. Pendant plusieurs semaines, en effet, nos services spécialisés ont suivi ces déplacements avec patience et discrétion, tenant compte de l'usage cynique qu'ils faisaient des populations civiles comme boucliers humains. Très tôt dans la matinée du 15 août, après l'accord des plus hautes autorités, un avion de reconnaissance type Cessna confina les cibles et assura le suivi en temps réel avant qu'un chasseur type Urcus de l'armée de l'air ne déclenche 3 frappes ciblées et successives sur les positions que Bakura avait l'habitude d'occuper à Chilawa. L'élimination de Bakura n'est pas seulement la fin d'un sanguinaire chef terroriste, mais aussi la chute d'un mercenaire au service de certaines puissances occidentales ennemies du Niger, puissances qui lui ont fourni logistique, protection et soutien dans l'ombre. Son élimination prouve aussi que nul ne peut se cacher derrière la complicité de forces extérieures pour continuer à s'aimer mort et désolation dans notre région. Le Burkina Faso célèbre les excellents, les meilleurs élèves et enseignants ont été récompensés. La journée de l'excellence scolaire 2025 a offert une tribune d'honneur à ces derniers dont le travail, l'abnégation et la rigueur les distinguent parmi leurs pairs. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Karim Bikienga. Salimata ne s'attendait certainement pas à cet instant. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pose avec elle, au nom de l'excellence scolaire. Elle est l'une des meilleures élèves au plan national dans la catégorie éducation inclusive. Elle et ses camarades
reçoivent leurs attestations des mains du président du Faso. L'excellence scolaire 2025, c'est 138 élèves, toutes catégories et séries confondues, qui sont distingués. Des lauréats qui font la promesse de maintenir le cap dans la recherche de l'excellence. Nous, lauréats, sommes conscients que cette distinction est aussi une responsabilité. Nous devons demeurer partout où nous sommes des exemples, des modèles d'intégrité et de patriotisme pour nos camarades. Nous mesurons tout le sens de cette responsabilité qui nous incombe. Pour ce faire, nous nous engageons à être les ambassadeurs de la paix, de l'ordre, de la discipline et de l'effort dans le travail. Le mérite de l'encadrement est également célébré en cette journée. 5 encadreurs et 26 enseignants au total sont honorés, y compris les 2 super lauréats, Mawa Baoula du primaire et Adama Zalé du post-primaire et secondaire. Leur récompense, une lettre de félicitations signée du président du Faso, un trophée, une villa et 5 millions de francs CFA. Ils sont faits séance tenante, officiers de l'ordre des palmes académiques. Je vais faire comme si je n'ai même pas eu de récompense. Ça veut dire c'est faire plus que ça encore. J'invite mes collègues à travailler, à avoir l'amour des enfants surtout. Les lauréats ici présents font la fierté de notre nation. Chers lauréats, vous incarnez l'engagement, le mérite et l'espoir du Burkina Faso. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Soyez les ambassadeurs de la discipline, de la rigueur et du sens du service public. La journée de l'excellence scolaire, c'est aussi la célébration de la coopération au sein de la Confédération des États du Sahel. Le ministre en charge de l'Éducation nationale de la République du Niger, Dr Elisabeth Chérif, est élevé au rang de chevalier de l'ordre des palmes académiques. Dr Chérif et son homologue du Mali, Amadou Si Savané, sont à Ouagadougou pour célébrer le mérite des acteurs de l'enseignement primaire, post-primaire et secondaire, aux côtés des autorités burkinabées. Nous restons au Burkina Faso. La population de Bobo-Dioulasso a vécu hier une situation spectaculaire. Elle a reçu la visite inopinée d'un éléphant qui s'était égaré dans la forêt pour se retrouver au secteur 26 de Bobo-Dioulasso. Un fait qui crée la psychose en occasionnant des dégâts matériels et faisant des blessés. Après plusieurs tentatives de maîtrise de l'animal, il a finalement été abattu par les services compétents. Retour sur cet incident avec Kassoumi Logo et Kadourou Menki. Au milieu des concessions ce vendredi à Bobo-Dioulasso, un usager peu ordinaire dans les ruelles du secteur 26 de la ville, un éléphant a désorienté qui va le temps d'une journée chercher ses repères, mais en vain, occasionnant au passage de l'attroupement. Depuis matin, on est en train de le suivre. Il était en brousse jusqu'il est venu au centre-ville ici. Il a fait beaucoup de dégâts. Il a gâté des motos, il a blessé quelqu'un aussi. Présents sur les lieux, les services techniques de l'environnement essaient de maîtriser une population curieuse, pour la majorité, de voir un pachyderme de près. Un animal qui verra son parcours se terminer ici. À un certain moment, l'animal il ne savait pas où aller parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le poursuivait. Et nous avons tenté par tous les moyens que nous disposons et pour le faire repartir. Mais vraiment, à un certain moment, l'animal était devenu féroce, vous allez le dire, et ça chargeait la population. Donc bon, la solution que nous avons eue, c'est contre vraiment notre volonté, c'est de l'achever. Un éléphant a mal, selon le directeur régional des eaux et forêts du Guriko, qui estime qu'il s'agit d'un sujet adulte vu sa taille et sa masse. Et juste après cette édition, vous pourrez suivre un magazine sur les acquis de la transition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.